Le débat. 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 C'est l'heure du débat. 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 Encore un débat? Débat. Débat. Mais sur quoi? Débat. Un débat. Ah, le débat! Débat. J'adore les débats. Débat. Dis-moi en plus. C'est qui débat? Débat. Débat. Mais Débat. quel débat? Qui est Alfred? Débat. Comment ça, débat? Débat. C'est important de débat. 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 La France Débat. a besoin Je d'un sais débat. pas. Débat. Tu sais, toi? Débat. J'adore les débats. C'est l'heure du débat sur Fréquence Métissage. Bonjour et bienvenue sur Fréquence Métissage. Aujourd'hui, nous sommes sur notre nouvelle soirée de débat, un débat qui n'a pas lieu le vendredi comme d'habitude, mais le lundi. Pourquoi? Parce que vendredi en France c'était férié. Et oui, même pendant les jours de confinement, on a des jours fériés ici en France. Alors du coup, on déplace un petit peu, mais ça nous permet surtout de faire une super session de débat avec une thématique un peu exceptionnelle pour ce soir, la thématique confinement à travers le monde, l'intergénération en action. On va partir sur une heure de discussion un peu pour prendre un peu les retours d'expérience de chacun sur son confinement, enfin sur la manière dont est vécu le confinement de part et d'autre de l'Atlantique et aussi un peu partout sur la planète. On va parler aussi des initiatives originales qui sont faites pour aider les personnes isolées à être moins isolées en ces périodes de confinement. Et sur cette table ronde pilotée par Adma, qui est l'ange noir, elle est cachée là derrière les commandes et elle fait en sorte que tout le monde puisse vous entendre correctement. Nous avons donc nos invités. Nous avons Manon Louis, qui est membre d'Intemporel, animatrice en EHPAD sur Metz. Pour Intemporel, nous avons aussi Christophe L'Huillier, le président de l'association, qui interviendra aussi tout au long de la soirée. Du côté du Québec, nous avons Mathieu Fanière, qui est chargé de communication pour Intergénération Québec. Nous avons aussi Gabriel Coulombe, qui est aussi membre d'Intergénération Québec. Nous allons aussi discuter de tout ça avec Julia Moury et Clément, donc journaliste porteur du projet Odyssée. Paula Honnête, qui est de Metz, mais qui est d'origine roumaine et qui fait des documentaires sur la vie des seniors. Et est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, je crois que j'ai cité tout le monde. Alors bonjour à toutes et à tous. Est-ce que déjà vous m'entendez là un peu partout derrière vos ordi? Bonjour. Oui, bonjour. 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 Ça y est, cacophonie de bonjour, c'est bien lancé. Alors, notre première partie de débat, elle est très simple, mais je pense que avant, ce serait sympa de laisser ouvrir cette émission par le petit mot du président. Je sais que je le prends un peu à dépourvu parce que on s'est eu au téléphone toute la journée, mais je lui ai pas dit que j'allais lui donner la parole au début de cette émission. Mais Christophe, ça y est, tu peux respirer un grand coup, c'est ton moment. Fais le petit discours d'introduction là pour nos auditeurs et pour nos invités qui nous ont rejoints donc aujourd'hui sur cette émission. Oui, comme tu dis, c'est vraiment un grand moment. Tu me prends un petit peu là, un petit peu dépourvu, mais en tout cas, je suis très heureux d'ouvrir cette émission et première émission vraiment en direct à parler sur le confinement, mais en même temps, à travers le confinement, l'intergénération est toujours en action et toutes les initiatives qu'on peut entendre parler pour soutenir nos aînés à travers le monde. Et très heureux de recevoir tous nos invités du Québec, Paula qui nous parlera un petit peu de tout ce qui se passe autour de la Roumanie et bien entendu de nos actions au niveau local avec Manon. Et puis, sans oublier, vous, membres d'Intemporel, je suis vraiment très heureux. Voilà, maintenant, je prends ce trêve d'avoir de discussion de ma part. On lance le débat. Alors, pas tout de suite, Christophe, pas tout de suite. On va attendre un petit peu parce que ici, sur Fréquence Métissage, on a décidé d'être une radio participative, encore plus en ces périodes de confinement. Et donc, du coup, pendant cette émission, vous, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'interagir en direct par deux moyens. On a mis en place un live sur Facebook avec une boîte de dialogue. Donc, si vous souhaitez participer au live, poser vos questions aux intervenants, faire des retours d'expérience, vous pouvez faire un petit message sur le live Facebook. Adma, elle, de l'autre côté, récupère votre message, pose la question à l'antenne. Et donc, ce sont nos intervenants qui y répondront. Deuxième possibilité d'intervention, c'est le téléphone. Et oui, on est raccordé au téléphone. C'est un vieux téléphone qui fait un bruit de casserole, mais il fonctionne. Un seul numéro, le 03 54 48 63 02. Je le répète doucement, 03 54 48 63 02.
Donc, si vous voulez intervenir aussi à l'antenne, passez un petit coup de fil. Vous avez deux possibilités, soit de vous laisser un message sur le répondeur, soit je vous réponds si je ne suis pas en train de parler en même temps là à l'antenne. Et donc, on pourra vous faire passer aussi directement sur cet échange et sur ce moment de débat. Allez, on va y aller. Première partie. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit jingle là comme ça qui sorte bien, hein, mais on fait les choses au fur et à mesure. Hein. Alors, on imagine le jingle. Tout, 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 tout. Et on lance notre première partie, première question. Comment se passe le confinement au travers le monde? Et donc alors nous ici en France, on sait plutôt bien hein, comment que ça se passe parce que ça fait un petit moment qu'on le vit, mais on se demandait si outre-Atlantique et puis dans d'autres pays, ce confinement était vécu de la même manière que nous ici en France et surtout si les liens intergénérationnels étaient encore maintenus et peut-être renforcés même pendant ces périodes de confinement. Alors pour commencer, je propose qu'on prenne un bateau, parce que les vols ne fonctionnent pas en ce moment, et qu'on se retrouve du côté du Québec pour donner la parole peut-être à Mathieu ou Gabriel, ou les deux. On va voir qui va prendre la parole en premier pour nous raconter un peu comment se passe le confinement, en particulier pour nos aînés outre-Atlantique. Je peux prendre la parole en premier si Mathieu le veut bien. C'est clair que vous allez vous reconnaître là, au niveau de la réalité des personnes aînées là, au Québec. Vraiment, c'est les personnes de 70 ans et plus qui sont le plus médiatisées à travers la pandémie. Et c'est clair qu'on est dans une situation qui est exacerbée par le contexte. Donc là, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de négligence étatique dans les CHSLD, qui sont les EHPAD de chez vous. Notamment dans les résidences pour personnes aînées aussi. On a vraiment des cas très médiatisés où justement il y a beaucoup de gens présentement, des personnes aînées qui meurent dans l'indignité totale et dans des conditions de vie déplorables. Non seulement sont seuls, mais présentement on peine à leur donner des services de base, ne serait-ce que se nourrir, s'hydrater. Donc, je ne ferai pas non plus un topo de l'horreur, mais c'est de l'horreur qu'on voit présentement aux nouvelles par rapport au centre de personnes aînées. Puis en fait, les consignes, nous, le gouvernement rapidement a justement mis en place des normes pour les personnes de 70 ans et plus. Donc, les gens qui vivent à domicile, c'est pas obligatoire, mais fortement, ils sont conseillés de rester à domicile, de vraiment éviter les sorties extérieures. Puis dans les résidences pour personnes aînées, qu'elles soient coopératives ou privées. Moi, ici, dans ma région, moi, je suis plutôt en milieu rural, je suis dans la région de Charlevoix, puis les personnes sont en confinement dans leur appartement, ne peuvent pas sortir de leur petit logement depuis le début de la pandémie, donc plus de 6 semaines. Donc, avec tout ce que ça implique comme impact sociaux au niveau de l'isolement. Et voilà, et on a vu poindre malheureusement à travers une intention très bienveillante de prendre soin des personnes de 70 ans et plus, en contrepartie des commentaires très déplorables. En fait, il y a même des journalistes, quand ils voyaient des personnes avec une tête grise à l'extérieur, qui les filmaient, qui leur disaient à quel point qu'ils étaient inconscients d'être dehors ou dans les centres commerciaux au début de la pandémie. Et on a entendu des choses assez choquantes. Bref, donc je crois que la pandémie là, nous fait, nous questionner sur le modèle d'habitation, mais un débat beaucoup plus large sur la place des personnes aînées dans nos sociétés, puis d'avoir une société qui est inclusive pour tous. Donc, le topo, je vous dirais, ressemble un peu à ça. Je ne sais pas si Mathieu veut rajouter quelque chose. Non, on a très bien fait le portrait de la situation. C'est vrai que les règles sont un peu différentes au Québec de ce qui se passe en France. Le confinement est pas aussi strict et obligatoire qu'en France. On a le droit de sortir et on est moins contrôlé. Mais c'est sûr que les aînés ont, du jour au lendemain, eux, été coupés du monde. Et que ça a révélé des situations aussi qui existaient déjà avant dans les CHSLD, mais qui ont vraiment été mises en lumière par cette situation et par le fait que certains intervenants dans ces établissements se sont retrouvés malades. Donc, le personnel a été réduit et ça a empiré la situation, quoi.
Justement, tu viens de répondre un petit peu en partie à la question qui me venait sur les bouts des lèvres. C'est la dégradation de la situation au niveau des structures d'accueil. Elle est plutôt due à du personnel qui était malade ou du personnel qui finalement ne vient pas au travail parce que, il reste confiné chez lui? Ben, en fait, c'est en partie ces réponses-là. Je pense que, en fait, le problème, il y a eu vraiment eu une négligence étatique depuis des années. En 2012, il y a eu un rapport des comités d'usagers qui avait été remis au gouvernement de l'époque pour dire que qui alarmait en fait le gouvernement du point de rupture dans nos CHSLD qui arrivait. Donc depuis environ, c'est des décennies, mais depuis 10 ans, il y a vraiment un ratio d'employés versus le nombre de personnes qui vivent dans les CHSLD qui est vraiment désuet, inadéquat. Puis en contrepartie, ben, c'est clair qu'il y a une reconnaissance qui n'est pas là du rôle essentiel de ces travailleurs-là qui ont des conditions de travail. Actuellement, il y a des caissiers, des caissières de marché, il n'y a pas de sous-métier, là, mais qui sont payés plus cher que des préposés pour prendre soin des gens dans les CHSLD. Donc, il y a vraiment eu une négligence à ce niveau-là. Puis aussi, on rajoute une couche parce qu'au Québec, on a aussi une privatisation des soins de santé qui se fait depuis environ une dizaine d'années. Donc, on se retrouve avec des centres d'hébergement qui sont, il y en a des publics, il y en a des privés conventionnés, ce qui veut dire qu'ils sont gérés en partie par l'État, et on a des centres qui sont privés et non conventionnés, où l'État n'a aucun droit de regard sur qu'est-ce qui se passe. Et on a eu un cas ici qui a été extrêmement médiatisé, qui était le CHSLD Héron, où là, c'est vraiment un privé qui est non conventionné. Il y a eu des situations d'horreur vraiment dans cet endroit-là. Et on se rend compte finalement que ben, la situation, ça fait des années que les gens pallient du mieux qu'ils peuvent aux soins des personnes en CHSLD, qu'ils soient publics ou privés. Et là, arrive un cas où on est dans une situation extrême, ben là, il n'y a plus rien qui tient parce qu'il y a des gens qui, oui, des employés ont été atteints par la maladie, des gens qui ont été en retrait volontaire de dire, moi, je ne vais pas travailler au prix que je suis payée, je ne vais pas prendre le risque de mettre ma famille en danger. Donc, il y avait ça. Il y a aussi la formation qui n'est pas nécessairement toujours adéquate et un soin de santé où, justement, il y a des gens avec des très grands besoins, très variés, où on ne peut pas avoir une approche qui est individualisée ou personnalisée à chacune des personnes. Donc là, ça fait en sorte qu'on en arrive à un point où même les soins de base sont même plus applicables. Présentement, l'armée a été appelée dans les CHSLD pour aller donner un coup de main. Il y a une belle solidarité aussi des gens qui se sont qui se sont rendus disponibles comme bénévoles. Les médecins aussi ont été invités par l'État à aller donner un coup de main dans les CHSLD parce que justement, ça allait déjà pas bien, mais là, ça a vraiment éclaté avec la pandémie. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui est vraiment alarmante que vous décriez. Nous, de notre côté, en France, ce qu'on voit dans les médias, c'est plutôt des services qui sont plutôt bienveillants. On a beaucoup mis l'accent au niveau de ce qui était visible au niveau des médias, notamment sur les équipes qui faisaient un confinement total au sein de leur structure, avec un soin vraiment particulier qui était fait au niveau des personnes âgées. Mais je pense que pour en parler, on pourrait laisser un peu la parole à Manon, qui elle est animatrice et qui intervient dans les EHPAD en France. Ton ressenti, toi Manon, par rapport à cette gestion de la crise au niveau des structures, est-ce que tu trouves que ce qu'on montre nous au niveau des médias en France, c'est-à-dire une image plutôt bienveillante du système qui fait tout pour prendre soin des aînés et qui évite justement de les mettre dans des situations un peu compliquées, c'est quelque chose qui est un peu édulcoré ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment réel d'après ce que toi tu vois de ton côté? J'ai l'impression que ça dépend un petit peu des structures déjà de base, des moyens qu'elles ont à la base. Et nous, je trouve que ça va. Dans notre établissement, on a mis en place beaucoup de choses, le personnel était bien protégé et tout. Mais après, je sais que là où il y avait déjà des problèmes justement de personnel, ça a été un peu plus compliqué à gérer. Étant donné qu'il y avait plus d'arrêts maladie et tout, forcément quoi. Donc par rapport aux médias, je sais pas, ils ont plus parlé des hôpitaux, je trouve, que des aînés. Et je voulais pas trop regarder. Et donc toi qui es au contact avec les seniors au quotidien qui sont dans les structures, comment est-ce que tu trouves qu'ils vivent un peu ce moment-là? C'est assez long pour eux. Au début, ils me demandaient si c'était la guerre, parce que du coup, ils avaient un peu déjà vécu ce genre de confinement au final. Et ouais, non, c'est vraiment très long pour eux de ne pas voir
leur famille et tout. Et aussi, un petit point, c'est de ne pas avoir de coiffeur. Ça manque beaucoup à tout le monde aussi. Et notamment aux dames. Et non, après, là, ça va qu'on puisse remettre en place un petit peu des visites et qu'on a mis en place aussi des visios avec les familles, mais au début, c'était très très long parce qu'il n'y avait pas de téléphone ou quoi. Un peu compliqué. Oui, le coiffeur, c'est vrai que au final, c'est drôle parce qu'on n'y a pas pensé au début du confinement, mais maintenant que ça fait 2 mois qu'on y est, on commence à le sentir, hein, Ouais. la dernière fois. Je me disais qu'eux, ils connaîtraient pas la crise à la sortie du confinement pour le coup. Ça, c'est sûr. Alors, je propose qu'on donne la parole un peu du coup à Julia et Clément parce qu'ils ont voyagé un peu aux 4 coins de la planète et qu'ils sont en contact avec pas mal de seniors qui sont à domicile ou qui sont peut-être en structure. Est-ce que vous avez, vous, de votre côté, des nouvelles de seniors qui sont au-delà de nos frontières et est-ce que vous avez un peu des retours sur comment se passe leur confinement de leur côté? Bonjour. Bonjour, ouais. On a eu des retours, oui. On a envoyé un peu des messages à tout le monde, au début du confinement, et on a des personnes qu'on avait rencontrées qui nous ont envoyé des petites vidéos pour nous raconter comment ça se passait. Donc, au Brésil, il y a TK, par exemple, qu'on avait filmé pendant notre tour du monde, qui nous a dit que c'était assez dur pour elle. Parce que voilà, elle se retrouve toute seule, elle a l'habitude d'aller tous les jours dans des bars et dans des boîtes pour faire des soirées un peu transformistes, et donc elle a 80 ans, et c'est vraiment une personnalité très dynamique, et là elle avait vraiment voilà, du mal à rester chez elle, parce que c'est vrai que pour elle, c'est ça qui la maintient, c'est ça qui fait qu'elle est autant en forme, c'est de voir du monde et de sortir tout le temps. Donc là, c'était assez difficile pour elle. Et puis de manière plus générale, pour tout le monde, en fait, hein, parce que c'est vrai que le lien social, c'est particulièrement important pour les gens qu'on a rencontrés. Et, Oui, justement, on va en parler tout à l'heure des manières dont on arrive à maintenir ce lien social, que ce soit avec nos seniors qui sont à domicile ou comme les seniors qui sont en structure. Alors, peut-être que du côté de la Roumanie, Paula a des infos, elle, sur de la famille à elle qui pourrait être en Roumanie. Oui, en fait, en Roumanie, tout d'abord, c'est un peu moins habituel d'avoir beaucoup des EHPAD. Donc, nos aînés restent chez eux. En tout cas, je connais personne de mes amis ou de ma famille qui a des parents dans l'EHPAD. Donc, par rapport à, je ne sais pas quelle est exactement la situation, mais par exemple, ma grand-mère, elle est chez elle, elle n'a pas beaucoup de contacts physiques, mais par contre, cet confinement nous a rapprochés un peu parce qu'on parle un peu plus au téléphone. Et puis c'était aussi son anniversaire, et mon père, c'était très drôle. Mon père, il est parti en voiture, il est resté dans la voiture, il a ouvert la fenêtre de la voiture, et il a fait un appel vidéo avec tout le monde de la famille. C'est assez compliqué parce que ma mère travaille à l'hôpital, donc il voulait couper tout le contact physique au cas où, mais bon, c'est quand même la mortalité n'est pas assez grande dans les EHPAD comme les autres pays, mais c'est quand même les personnes âgées sont les plus touchées par l'épidémie, ça c'est clair. Alors, j'ai une petite question moi sur justement la gestion de la vie des personnes âgées, notamment en Roumanie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de structures d'accueil. Du coup, comment est-ce qu'elles se débrouillent au quotidien pour la gestion des courses, etc. C'est beaucoup la famille qui aide, ou elles sont encore très indépendantes pour s'occuper peut-être d'un bout de jardin, d'aller faire les emplettes nécessaires, etc. Ben, en fait, ma grand-mère habite dans un village, et oui, des fois, il y a ma famille qui lui ramène des courses, mais en général, il y a un petit magasin où elle va. Et puis sinon, s'il a besoin de quelque chose, il y a toujours les voisins. Le village, c'est une grande famille, donc s'il y a besoin de quelque chose, il y a une boulangerie à côté d'elle, il y a le magasin où tu peux pas choisir. En fait, c'est comme à l'ancien, tu vas et tu dis ce que tu as besoin, et puis donc
il n'y a personne qui touche des produits, c'est un peu plus safe, on peut dire. Et puis la famille qui aide beaucoup, mais les personnes qui n'ont pas forcément de famille proche, c'est toujours le voisin qui aide, et même si il laisse les courses à la porte. Oui. Ok. Alors, on arrive déjà presque au bout de notre petit tour de la vision qu'ont les différentes personnes qu'on côtoie de leur confinement. Alors, avant de passer peut-être à l'étape suivante, je voulais quand même ouvrir un peu la discussion parce que là, on est nombreux sur cette discussion Discord pour animer ce débat. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on hésite un peu tous à prendre la parole histoire de ne pas faire une cacophonie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser la parole pendant 2-3 minutes. Si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose, si personne ne veut rajouter quelque chose, on va passer à la suivante. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, il y a tous les micros qui sont encore en mute. Allez, je sais pas, est-ce que quelqu'un a quelque chose encore à rajouter? Oui, Manon veut dire quelque chose. Elle s'est démute et ensuite il y aura Mathieu. Non, je me suis juste démute, voilà, comme ça. Ah, ok. Pas de souci. Mathieu, tu as quelque chose à rajouter? Moi, je voulais juste ajouter par rapport à ce qu'a dit Gabriel tout à l'heure et en réaction à ce que nous a rapporté Paola sur la Roumanie. C'est vrai que le Québec, c'est un pays où les aînés sont énormément placés dans des résidences et dans des CHSLD. On en parlait tout à l'heure, l'équivalent des EHPAD. Plus qu'en France, je pense. Il y a tout un marché des établissements pour aînés qui se développent, qui se construisent partout. On en parlait ce matin avec Gabriel, c'est probablement en partie lié au climat qu'il fait au Québec. C'est vrai que c'est très difficile à partir d'un certain âge de vivre seul au Québec parce que pendant plusieurs mois de l'année, le climat est très rude et dehors c'est de la neige ou de la glace et c'est assez dangereux de sortir à partir d'un certain âge. C'est aussi culturel, je pense, mais les aînés sont entassés dans des établissements et il y a tout un business des établissements privés, des résidences privées pour aînés qui se développent. Mais justement, toute cette crise, comme disait Gabriel, a mis en lumière vraiment des grandes différences, une grande inégalité dans ces établissements privés entre établissements privés de luxe et des établissements privés où finalement la situation est pas meilleure que dans la plupart des établissements publics et même parfois pire. Oui. Alors, je me permets juste de rebondir une dernière fois parce que je voudrais juste intervenir dans le sens où en 2003, il y avait une première crise pour nos aînés avec la canicule. On s'était rendu compte, on les avait stigmatisés, il y a eu bien entendu de nombreux décès. Et il y a eu un livre blanc sur justement le manque de personnel et le manque d'aide de soignants auprès des aînés et surtout de notre part d'animateurs. On a fait depuis 17 ans justement, soi-disant, de gros progrès parce qu'il y avait 0,6 animateurs pour une personne, enfin pour 10 personnes âgées. Donc c'était quelque chose d'affolant, d'affligé. Et là, du coup, donc en 2020, Intemporel fait partie du groupement d'animateurs en gérontologie, donc du GAG. Et suite à cette crise sanitaire, voilà quoi, il y a aussi maintenant un certain recul et toujours pareil, on fait toujours le même constat, même si c'est un peu mieux. Et il y a toujours un manque de personnel, toujours un manque de moyens, toujours ce manque cruel. En même temps où on n'arrive pas à faire face, on l'a vu, ça a été mis en avant par le nombre médiatisé à nouveau, mais on met en avant toujours les soignants, mais parallèlement aux soignants, il y a les soignants aussi psychologiques. Et ça, on n'y pense pas tellement encore. Et ça, il faudrait que justement, voilà quoi, il faudrait justement qu'on y pense et que les pouvoirs publics pensent à ça aussi également parce que le manque cruel de lien social fait que la personne âgée va moins bien. Et ça arrive à de nombreux décès. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pardon, j'ai coupé la parole de Clément, je crois qu'il voulait rebondir. Moi, ce qui m'a marqué là depuis le début du confinement, c'est quand même
grand élan de solidarité envers les personnes âgées par le citoyen un peu lambda. J'ai l'impression que maintenant tout le monde a à l'esprit de faire attention dans son immeuble, à voir s'il n'y a pas quelqu'un d'isolé qu'on pourrait aider. Il y a des programmes d'appel qui sont en train de se créer de façon très citoyenne. Là, moi, je suis rentré dans un programme où enfin, il y a des grandes associations, Petits Frères des Pauvres, la Croix-Rouge, mais il y a aussi, par exemple, Make Sense qui fait des milliers d'appels en ce moment. Et je me demande, parce que par rapport à d'autres pays où qu'on a vu, c'est vrai qu'ils n'ont pas le choix, ils ont pas en France, on a quand même des moyens et une sorte d'institutionnalisation de la prise en charge des personnes âgées. Ce qui nous a marqué dans d'autres pays qui n'ont pas ces moyens-là, c'est à quel point c'était un sujet de société et dans la communauté, dans le village, dans la famille, dans la ville. C'était un sujet prégnant que nous, on a peut-être un peu délégué. Et là, peut-être que ça devient un peu l'affaire de tous de passer un peu de temps pour créer du lien. Et je me demande si c'est pas une partie de la solution aussi. Oui, c'est vrai que, en fait, moi, le sentiment que j'ai eu un peu par rapport à la gestion de cette crise au niveau du lien qu'on a eu avec les aînés et puis aussi des manquements qu'on a pu retrouver au niveau des différentes structures d'accueil, c'est que le temps, c'est presque la clé, en fait. Toutes ces problématiques-là, elles étaient déjà existantes, comme disait Christophe tout à l'heure. Mais en fait, personne n'avait trop le temps de s'en occuper. Et là, maintenant qu'on tourne un peu tous au ralenti, on se dit, tiens, c'est vrai que les choses se passent pas forcément toujours bien partout. Et peut-être que du coup, ça peut être un des côtés positifs, mine de rien, de cette crise, c'est que ça nous a permis peut-être de nous rendre compte des faiblesses qu'on peut avoir au niveau des systèmes. Alors, ouais, à voir après si c'est maintenu plus tard, parce qu'on peut très bien repartir sur de mauvais schémas. Ça. Oui, c'est ça, c'est toujours l'inconnu, donc on a juste à croiser les doigts pour que ça se passe bien. Alors là, nous, on se rejoint là sur la discussion Discord qui nous permet donc de faire passer le débat. On a Alfred qui s'est connecté. Personne ne connaît Alfred ici, donc ce qu'on propose, c'est qu'on va faire une petite pause musicale, le temps de laisser Alfred se présenter en off en studio. S'il a envie d'intervenir, peut-être qu'il est là juste pour écouter aussi la discussion. Pour l'instant, on n'en sait rien, c'est l'invité mystère de cette soirée. Et donc après la pause musicale, on repartira sur la deuxième partie donc, de notre émission, à savoir les initiatives originales qui sont proposées pour rompre l'isolement des seniors. Adma, tu as une idée, toi, de la plage musicale que tu vas nous passer en attendant? Oui, bonsoir à tous. Excusez-moi, le temps que je rebranche le micro. La pauvre Adma, elle est perdue au milieu de tous les câbles là derrière son studio. Il y a trop d'écrans là, j'en peux plus, mon cerveau il bout. Non, je voulais vous proposer quelque chose d'assez calme. On reste sur du Francis Cabrel parce qu'en ce moment je suis dans mon mode Francis Cabrel. Soit je t'aime et je t'aimerai, soit full sentimental. Eh ben, full sentimental. Allez, c'est sympa. Allez, je vais vous trouver ça. Voilà. Et donc, c'est Alain Souchon, full sentimental. Oui, en plus, c'est pas du tout. Voilà, voilà. Ah ben en fait, on a fait fuir Alfred qui s'est déconnecté. Du coup, en même temps. On lui a fait peur. Bon, c'est pas grave. Alfred, si jamais tu reviens, tu pourras intervenir tout à l'heure. En attendant, si vous aussi, vous nous écoutez là sur vos petites enceintes connectées Alexa ou derrière vos ordinateurs sur métistirage.com, n'hésitez pas donc à réagir soit sur les posts Facebook qu'on a postés sur la page d'Intemporel, soit directement par téléphone au 03 54 48 63 02. 03 54 48 63 02. Et donc, Adma, tu peux nous envoyer full sentimental le temps que nous, on se recharge nos prochaines questions pour la deuxième. Je voulais rajouter juste que par rapport au live Facebook, le numéro est noté en plein dans l'écran du live, sur la droite, sur la main de la personne âgée à droite. Donc, si vous ne vous souvenez plus du numéro, il n'y a pas de souci, il suffit de vous connecter sur Facebook à la page de l'association Intemporelle et sur le live, vous avez toutes les infos. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à écrire directement vos questions si vous n'avez pas envie d'appeler et je me ferai une joie de les reporter dans le live directement pour vous. Je serai votre voix. Allez, tout de suite, petite pause musicale avec Alain Souchon, full sentimental.
Pourquoi pas à vous? Pourquoi pas à vous? La chance va-t-elle enfin vous sourire aujourd'hui? Ah. Si ça veut bien marcher, bien sûr. Je me disais qu'on était sur un petit moment blanc. Là, on est tous en train de guetter là derrière le top où on va pouvoir parler sans intervenir à l'antenne. Allez, je me
Et vous êtes de retour ici sur Fréquence Métissage, sur notre soirée de débat. Une soirée de débat donc autour du confinement vu un peu partout dans le monde. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir nous entendre encore là, vous qui nous suivez sur le live Facebook, puisque en fait, on vient de recevoir une petite notification comme quoi Facebook ne savait pas qu'on avait les droits de passer de la musique. Mais oui, ici sur Fréquence Métissage, on peut passer de la musique parce qu'on paye la SACEM comme toute bonne radio qui se respecte. Donc voilà, je ne sais pas si le robot de Facebook nous entend en ce moment, mais merci de ne pas nous couper parce que là, ça fonctionne. Allez, c'est l'heure de la deuxième partie donc, de notre émission, une deuxième partie avec des questions sur les initiatives originales qui sont proposées pour rompre l'isolement des seniors. Alors, partout autour du monde, on voit fleurir un peu des initiatives qui permettent de ne pas laisser nos seniors totalement isolés, soit à domicile, soit dans leur structure d'accueil. Et donc, je voulais en parler un petit peu. Quand on en discutait au niveau des rédactions, on disait que c'était peut-être bien de mettre un tout petit peu en lumière ces idées, ces initiatives un peu exceptionnelles qui peuvent fleurir à gauche, à droite. Et donc, on va démarrer par Julia et Clément. Donc, question pour vous, est-ce que vous avez connaissance d'initiatives qui sont proposées pour rompre l'isolement des seniors? Oui, alors nous, on a regardé un peu qu'est-ce qui se crée, parce que c'est un peu ce qu'on cherche d'habitude, notamment dans le cadre du Tour de France qu'on était en train d'effectuer, mais qui a été mise en pause avec le confinement. On a continué à faire une veille un peu sur qu'est-ce qui se crée. Et nous, on s'intéresse toujours à des choses qui viennent de la base, c'est-à-dire des citoyens qui s'organisent. Et donc là-dessus, on a été servi. Donc on a beaucoup aimé les petits gestes qui se sont mis en place, les petits réflexes, mais qui finalement font beaucoup, hein. Donc un petit mot sous la porte ou le kit voisin solidaire où on affiche dans un hall d'immeuble une sorte de feuille où les voisins peuvent s'entraider, dire moi j'ai besoin de ci et moi je peux t'aider là-dessus. Beaucoup de choses comme ça. Il y a des initiatives comme Une lettre, un sourire ou À nos plumes. Beaucoup d'entreprises de la silver economy qui ont rendu un peu gratuit leurs services pendant ce temps de confinement. Donc, par exemple, Par la Papy, qui est un service qui permet d'envoyer des cartes postales à ses grands-parents d'habitude. Donc là, ils l'ont rendu accessible à tous ceux qui voulaient d'utiliser ce service. Une lettre, un sourire, c'est un site où on peut écrire une lettre et elle va être distribuée à des personnes âgées en EHPAD. Il y a eu l'initiative Nos Vieux aussi qui a permis de mobiliser beaucoup d'enfants pour faire des dessins d'enfants et les envoyer à des résidents. Donc on aime beaucoup cette solidarité-là qui s'est mise en place. Après, ce qu'on aurait aimé voir un peu plus, c'est pas simplement de voir les personnes âgées comme des objets d'assistance seulement, mais aussi comme des personnes qui peuvent apporter quelque chose aux autres générations. Donc, je pense qu'au sein de la famille, ça s'est beaucoup fait par le partage de recettes ou de cuisine ou des conseils. Enfin, nous, dans notre format un peu confinade qu'on a créé pendant le confinement, justement, on voulait mettre en avant la parole des personnes âgées en EHPAD et chez elles, qui allaient nous transmettre, je sais pas, une blague, une recette de cuisine ou il y en a une qui donne ses astuces au Scrabble. Mais on aurait voulu à plus grande échelle voir, et ça on l'a pas beaucoup vu. C'est pour ça que là, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place un programme qui ressemble à ce qu'on a vu au Brésil, qui s'appelle Speaking Exchange, où c'est des jeunes qui aident, c'est des personnes âgées en EHPAD qui, par des conversations Skype, aident des jeunes qui veulent apprendre. Donc, en l'occurrence, au Brésil, c'était des jeunes Brésiliens qui veulent apprendre l'anglais, qui étaient mis en contact avec des EHPAD aux États-Unis et au Canada. Et on aime bien donc cette idée où les personnes âgées sont sollicitées pour faire du lien, mais aussi pour apporter quelque chose aux autres générations, avec ce sentiment d'utilité qu'il y a derrière. Et j'ai bien aimé aussi d'autres initiatives. C'est vrai qu'on est tous un peu dans le même bateau, dans le monde entier. Et je trouve que ça a pu aussi créer des liens. Par exemple, j'ai vu une belle initiative d'un EHPAD en Belgique qui a fait une vidéo avec un EHPAD au Canada. Enfin, il y a des belles choses comme ça qui sont nées.
des belles solidarités entre pays aussi. Oui, on se posait la même question, nous, au niveau des équipes d'intemporel. C'était que, en fait, toutes les structures d'accueil sont, donc que ce soit EHPAD ou résidence autonomie, ici en France, elles sont bourrées de seniors qui sont pleines de talents, en fait. Et c'est vrai que c'est possible de faire sortir ces talents des EHPAD pour que la solidarité fonctionne dans les deux sens aussi. Mais on se retrouvait un peu bloqué, nous, par le fait que il reste quand même souvent la barrière technologique qui fait que pour pouvoir partager ses connaissances, il faut aujourd'hui, pour un senior, être capable de maîtriser les outils comme Skype ou un minima ou au minimum Internet. Et en fait, on en a beaucoup qui aimeraient s'exprimer, nous, dans nos réseaux qu'on côtoie, mais qui, pour l'instant, ne peuvent pas s'exprimer, en fait, simplement parce que ils n'ont pas la capacité technique de le faire. Et nous, de notre côté, on ne peut pas leur venir en aide de ce côté-là parce qu'on ne peut pas aller à leur rencontre pour leur expliquer comment ça marche. Donc, c'est un peu Ouais. frustrant. On a vu quand même, malgré un peu toute la difficulté d'être soignant en EHPAD pendant cette période-là très compliquée, que ce soit dans l'EHPAD de la grand-mère de Julia, où c'est une animatrice qui prenait son téléphone et qui appelait donc la famille pour créer des moments de conversation. Je trouve qu'on parle beaucoup des premières lignes, et là, en première ligne, justement, les soignants ou les animateurs d'EHPAD, c'est eux qui sont les intermédiaires et qui permettent de rendre accessibles ces outils-là, quoi. Mais, Oui, d'ailleurs, on peut ouais. les saluer quand même, hein, tous ces soignants qui se sont vraiment dévoués et qui s'arrangent justement pour dépasser un peu leur mission, pour faciliter ce genre d'initiative. Je pense que c'est des gens qu'on ne remarque pas suffisamment et qui mériteraient vraiment beaucoup plus d'attention de la part de tout le monde. Et après, le grand débat, c'était quand même la présence ou pas de bénévoles dans les EHPAD. Donc, il y a des contraintes sanitaires très fortes, mais en même temps, euh, maintenant, les familles sont autorisées à rendre visite, alors je ne sais plus à quelle fréquence, mais on peut se demander s'il ne peut pas y avoir aussi, par exemple, là, on se repose beaucoup sur les services civiques pour créer de la solidarité à l'échelle locale. Si eux aussi vont pouvoir avoir accès avec toutes les précautions à prendre dans ces établissements-là pour justement rendre accessibles ces outils qui, on l'a vu, sont quand même salutaires dans les conditions où on est aujourd'hui, quoi. Mm. Oui, tout à fait. Donc, c'est des questions qui sont ouvertes, hein. Donc, du coup, on espère aussi que dans les semaines qui vont arriver, les pouvoirs publics ici en France vont peut-être ouvrir un peu plus aussi les portes aux bénévoles parce que c'est vrai que c'est aussi utile d'avoir du monde en ressources. Ouais, comme donc ça. je me permets de rebondir là-dessus, Arnaud, si tu veux, c'est que le souci, ce qu'on a, même par rapport, je vois aux associations, par rapport aux intervenants, aux prestataires, c'est que pour l'instant, les portes sont fermées, quoi, parce qu'on n'est pas équipé. On n'est pas équipé, on n'a pas on n'a pas le droit d'y aller. Déjà, les familles ont du mal, pour l'instant, à aller voir leurs parents, les grands-parents. Donc, c'est des autorisations d'une demi-heure. Alors, pour faire venir pour l'instant des associations, pour l'instant, on n'a aucun droit, ou des bénévoles, et c'est là le problème, quoi. Donc après, je pense et j'espère que très vite, on va trouver les moyens d'avoir la solution, d'avoir tous les équipements pour y aller. Autrement, c'est vrai qu'on parle, et c'est là que ça fait peur, on entend parler de la Commission européenne, de la présidente de la Commission européenne ou d'autres études où on lit que les portes des structures seront fermées peut-être jusqu'au mois de décembre ou en février 2021. Alors là où le lien social il sera complètement rompu et ça va créer des catastrophes. Et c'est là le problème, quoi. Voilà. Alors, là, du coup, tu as déjà mis le doigt sur une des questions qu'on voulait poser donc après dans les questions livres. C'était ce fameux déconfinement en février 2021 annoncé pour les personnes en structure. Comment est-ce qu'on va s'y adapter? Est-ce que déjà ce sera réellement mis en place? Est-ce que pour l'instant, on n'en sait rien. Donc,
Ça oblige aussi tous les intervenants extérieurs, comme nous, comme Manon, comme tous ceux qui vont à un moment donné faire de l'animation dans les structures, à réfléchir sur le long terme pour pouvoir justement se préparer à rester prêt malgré le fait qu'on ne pourrait peut-être pas y aller jusqu'en février 2021. Après, est-ce que c'est des mesures qui sont utiles de fermer les structures jusqu'en 2021, enfin jusqu'en février? Ça, la question, elle reste ouverte, quoi. Je ne sais pas si sur cette question de l'adaptation des animations, quelqu'un a envie de réagir ou sinon on continue notre petit tour d'horizon des initiatives. Non, une fois, deux fois, trois fois, je ne vois pas de micro qui se démute. C'est assez bizarre quand même de mener des débats comme ça où en fait on est à l'affût de la réponse par un petit rond vert qui s'affiche autour de la personne qui intervient et pas devant la personne qui est en direct qui pourrait dire moi j'ai envie de parler. Mais bon, c'est pas grave, ça avance. Par rapport à ces interventions et les initiatives, j'aimerais juste évoquer le fait que beaucoup de soignants se mettent entre guillemets en danger par rapport à ça, par rapport à leur proximité avec ces personnes âgées et au fait qu'ils peuvent côtoyer ce virus un peu partout. Et ils utilisent souvent, quand ils le peuvent et pour avoir le lien avec les familles, des Skype et compagnie, leurs propres tablettes, leurs propres ordinateurs et leurs propres téléphones parce que les établissements souvent n'ont aucun moyen technologique d'assumer tout ça. Et Oui, c'est des c'est choses, il faudrait vraiment, vraiment qu'ils s'ouvrent un peu plus à cette notion de partage de la technologie pour je pense que ça fait partie des pistes qui vont être ouvertes parce que cette histoire de confinement, elle a soulevé des tonnes de questions au niveau de l'organisation de tout le monde, que ce soit, c'est vraiment mondial en fait au final ce questionnement. Et donc du coup, c'est le genre de questions qu'on va se poser pour peut-être mieux équiper les aînés à l'avenir. Alors Manon, c'est débuté. Ouais, justement, nous, il y a Bouygues Télécom qui nous a donné des portables pour qu'on puisse appeler les familles et qu'on n'utilise pas les nôtres. Parce qu'au début, nous, on utilise nos portables perso pour passer aux familles, justement. Et donc, c'était un peu compliqué et tout, parce qu'on n'avait que des ordinateurs et qu'on ne pouvait pas travailler les ordinateurs de chambre en chambre. Et au final, on nous a donné des portables pour faire des visios avec les familles et ça a vraiment changé la donne. Ça s'est fait juste avant qu'on remette en place les visites et ça a été 2 semaines vraiment où les résidents étaient vraiment mieux et ça rassurait surtout les familles de se rendre compte de comment étaient leurs parents, s'ils étaient assis, allongés, la tête qui avait, s'ils avaient perdu du poids et tout. Ça a vraiment changé beaucoup les relations et c'est là où on a vu que c'était super important. Oui, parce que pour les familles aussi qui sont de l'autre côté, le fait de ne pas avoir de nouvelles directes des parents ou grands-parents, c'est vrai que c'est tout aussi difficile que de la des aînés. C'est ça. Et encore, ils les avaient par téléphone, mais le fait de vraiment voir la tête de la personne, ça a tout changé. Ils se sont rendus compte vraiment, ils se sont vraiment libérés dans la parole et tout. Et c'est vrai que ça a fait vraiment plus de bien aux familles qu'aux résidents, quoi. Oui, aussi lever peut-être un peu des doutes ou des interrogations qu'on pourrait avoir sur l'état de santé des proches. Voilà, exactement. En même temps. Voilà. Alors, on continue parce que je vois que l'heure passe, hein, il est déjà 20h53 et on a encore pas mal de sujets à aborder. Je propose qu'on fasse un petit saut là de l'autre côté de l'Atlantique et qu'on aille voir si du côté du Québec, il y a aussi des initiatives originales, intéressantes, qui sont organisées pour rompre l'isolement des seniors. Oui, alors il y a eu plusieurs initiatives. C'est sûr qu'au début, tout le monde a été un peu pris de court par le confinement, mais il y a plusieurs maisons de retraite qui ont réagi assez vite, notamment au niveau des responsables de l'animation, parce que il y en avait plusieurs qui faisaient déjà des activités intergénérationnelles et qui se sont retrouvés à devoir arrêter ces activités avec la fermeture des écoles et le confinement des aînés. Donc, il y a eu rapidement des appels qui ont été faits pour briser la solitude des résidents, donc des appels aux jeunes qui envoient des messages, des vidéos, etc. Les services de santé régionaux, il y en a plusieurs qui ont rapidement acheté et distribué des tablettes aux aînés pour pouvoir garder le contact avec leurs proches, avec leurs familles.
Oui, le gouvernement, en fait, du Québec a investi là, plusieurs milliers de dollars pour justement que les CHSLD et les résidences puissent acheter des tablettes aux résidents qui n'auraient pas, en fait. Il y a eu des initiatives aussi pour apprendre aux aînés à se servir de ces tablettes, de ces comptes Facebook. Nous, on a partagé une enseignante qui était confinée chez elle et qui a fait des vidéos pour expliquer aux aînés comment se créer un compte Facebook, comment communiquer avec leurs proches, etc. Il y a eu des petits réseaux régionaux qui se sont proposés aussi de partager les messages, de les redistribuer dans des résidences ou à des aînés isolés qui ne sont pas en résidence. Il y en a au Québec aussi. Et puis, il y a eu des chaînes téléphoniques qui ont été mises en place, des lignes aussi rapidement au niveau régional ou au niveau national par des organismes des organismes qui ont des rayonnements nationaux comme les Petits Frères, version québécoise, la FADOC, qui est une grande fédération d'organismes pour aînés. Et puis, il y a eu aussi des jeunes, des étudiants qui se sont mobilisés à l'université de Sherbrooke, par exemple, ou dans certaines écoles secondaires pour lancer des lignes téléphoniques pour appeler les aînés. Et il y a eu des correspondances intergénérationnelles qui se sont mises en place, des correspondances épistolaires dans les régions pour que les jeunes et les aînés s'écrivent des messages. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Sunny Day qui recrute pendant l'année des jeunes dans des écoles secondaires, donc l'équivalent des collèges, pour ensuite aller faire des animations dans les maisons de retraite l'été, qui devrait publier cette semaine une plateforme vidéo pour essayer de mettre en relation, de faire du jumelage entre jeunes et aînés, pour qu'ils puissent se parler. Et puis, il y a eu surtout une vague de mobilisation au niveau du bénévolat. On a un grand réseau de bénévolat au Québec et lors d'une de ces conférences de presse, il y a quelques semaines, le Premier ministre a beaucoup aidé la chose en demandant aux Québécois qui n'avaient plus de travail de donner leur temps pour faire du bénévolat, et la plateforme jebénévole.ca, elle a d'ailleurs sauté après l'appel du Premier ministre, a été inondée de propositions de gens qui se sont proposés justement pour faire les courses pour les aînés, faire des appels d'amitié, plein de choses. Donc ça a vraiment été, il y a eu beaucoup de groupes d'entraide locaux qui ont été publiés sur Facebook, donc selon sa ville, sa région, son quartier, dans certaines grandes villes comme Montréal, il y a des groupes d'entraide un peu partout. En région aussi, tu sais, moi j'habite plus en région, dans Charlevoix, puis on voit vraiment beaucoup de bénévoles, les jeunes bénévoles qui vont aider des organismes qui sont un peu débordés, là, comme les services de popote roulante, bon, l'aide d'urgence pour faire justement distribuer la nourriture. Donc, il y a vraiment une belle vague de solidarité qui, en tout cas, on l'espère, va continuer malgré le fait qu'on parle de déconfinement, mais c'est vrai qu'il y a eu une vague où il y a beaucoup de jeunes qui se sont impliqués citoyennement, en fait, là, pour aider puis mettre l'épaule à la roue. Là. Oui, au niveau des jeunes, il y a eu beaucoup d'étudiants, c'est ça, qui ont monté même des petits organismes ou des petites initiatives à Montréal, à Québec ou dans des villes un peu moins grosses comme Sherbrooke ou Drummondville. Il y a eu des services de livraison d'épicerie pour les personnes âgées, des choses comme ça. Ça a été vraiment très intéressant. Et puis au niveau des aînés, il y a eu une ancienne journaliste qui est très connue au Québec, qui s'appelle Jeannette Bertrand, qui a maintenant 95 ans, qui s'est associée avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et qui a lancé des capsules pour aider les aînés à profiter de ce temps pour écrire leur vie, pour faire des récits de vie, pour raconter un peu tout ce qu'ils avaient vécu. Et ça a très bien marché, ça a été très suivi. Il y a plusieurs initiatives comme ça. Il y a une initiative qui a été lancée aussi pour que des artistes et des écrivains écrivent des lettres ouvertes aux aînés et aux personnes isolées. Il y en a 52 qui vont être publiées, une chaque semaine pendant 1 an. Gabriel, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, en fait, c'est un peu dans le sens de, avec Jeannette Bertrand, il y a beaucoup d'initiatives qu'on voit justement pour encourager les personnes aînées à transmettre leur mémoire, mais il faut aussi, oui, c'est une chose d'écrire ses mémoires, mais il faut aussi avoir des mécanismes de transmission finalement pour que ce soit dans une réciprocité. Donc, moi en tant que recueilleuse de récits de vie, je souhaite que finalement, oui, ce soit une chose que la personne plonge dans son histoire, en écrive les mémoires, mais qu'il y ait aussi en retour une plateforme de diffusion de leurs paroles pour justement que tout ça serve d'apprentissage et on puisse grandir dans l'intergénérationnel. Donc, je nous souhaite qu'il y ait des plateformes après ça où justement on va aller collecter cette parole-là qui aurait été formée, écrite et que ça soit partagé finalement. Et puis comme toutes ces initiatives sont souvent un peu éparses et dans différentes régions,
Il y a un magazine qui s'appelle Le Bellage, qui est un peu l'équivalent de Notre Temps en France, qui a publié une plateforme sur son site pour répertorier toutes ces initiatives pour que les gens, surtout les aînés, qui sont habitués à leur site internet, aillent voir sur la carte quelles sont les initiatives qui sont proches de chez eux. Il y a un organisme aussi qui s'appelle l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux, qui a traduit tous les documents officiels sur la Covid-19 dans plus de 30 langues, parce que au Québec et au Canada, les documents officiels sont écrits en français et traduits en anglais, mais notamment à Montréal, il y a beaucoup d'aînés qui sont d'origine étrangère et qui ne parlent pas français. Donc c'est un grand service qu'ils ont rendu à tous ces aînés en traduisant dans les 30 langues les plus parlées à Montréal, autres que le français et l'anglais. Et puis je voulais aussi il y a eu un article qui a été publié sur une dame dans la banlieue de Montréal qui a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour célébrer le 74e anniversaire de son père, et il a reçu une trentaine d'appels pendant la journée d'inconnus pour lui souhaiter bon anniversaire. Donc ça, c'est assez sympa. C'est sympa, ouais. Vive le Québec, là, c'est un message qui est, qui est affiché sur notre page de Facebook en même temps de Yago qui nous écoute. Voilà, donc qui approuve aussi, et puis qui, comme nous, est un peu bouche bée hein, par rapport à toutes ces initiatives qui sont vraiment. Ça donne du baume au cœur en fait de voir que au final, eh ben, les gens ne restent pas les bras croisés, et puis il y a quand même pas mal de choses qui se font. Adma, d'une petite initiative, après peut-être qu'on pourra demander à Paula si elle a aussi connaissance de choses qui se font ailleurs. Ah oui, moi, du coup, en effet, comme Yago, je pense, vive le Québec. Il y a une certaine énergie, en fait, commune qui se dégage de ce que vous dites, qu'on retrouve un peu ici en France, mais de manière un petit peu feignante, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de les bousculer un petit peu, les Français. Mais bon, je voulais vous parler surtout d'une initiative, savoir si vous la connaissiez. C'était Une lettre, un sourire. Est-ce que vous connaissez ou pas, Gabriel et Mathieu? Oui, moi j'ai vu passer ça sur Ouais. les internets, là. Oui, oui, je l'ai vu passer, on a entendu beaucoup parler ici. Je pense même, Ouais. Mathieu, tu l'avais publié sur le site d'Intergénération Québec, si je me trompe pas. Exactement. Oui, c'est une des nombreuses initiatives dont je parlais de correspondance entre jeunes et aînés. Ouais, c'est des choses que je trouve qui sont primordiales. Et quand je repense à mon enfance, c'est des choses que je faisais étant petite. Et quand je vois mes cousines ou les enfants de mes amis, tout ça, c'est quelque chose qui s'est énormément perdu. Et je trouve que le confinement a ça de bien, que les gens recommencent à prendre contact avec les autres. Et ça, écrire, le fait d'écrire à quelqu'un, je trouve ça hyper important. Enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce petit sujet. Écrire aux autres, c'est bien. Merci Adma. Alors Paula, est-ce que toi de ton côté, tu as aussi connaissance d'initiatives qui sont un peu originales comme ça dans ce cadre de l'isolement de près des aînés? Alors de mon côté, à part les initiatives que vous avez déjà mentionnées, je ne connais pas d'autres. En tout cas, en Roumanie, je ne peux pas dire qu'il y a une initiative qui était exceptionnelle. Je trouve que depuis le confinement, il y a quand même une communication avec la famille un peu plus importante qu'avant. Et puis aussi avec ma grand-mère, que je commençais à parler avec elle au téléphone, et on ne faisait pas ça avant. Mais en fait, je me suis aussi inscrite dans différentes plateformes d'aide ici en France, mais apparemment, j'étais pas contactée pour aider et tout ça. Donc, je me demande aussi des fois si cette initiative arrive aux personnes âgées ou pas. Donc, je pense que voilà, je suis dans ma petite boule et je veux aider, mais je sais pas si en fait le lien est vraiment fait. J'ai un doute un peu sur ça. Oui, après, je m'interrogeais moi aussi par rapport au nombre de personnes qui décident d'aider un peu les aînés dans ce cas de confinement. C'est-à-dire que peut-être que l'offre d'aide est supérieure à la demande à certains moments. Donc c'est sûr qu'il faut toujours aller vers le prochain pour voir s'il y a besoin d'un coup de main, etc. Mais après, peut-être que certains ne sont pas contactés. Alors, soit parce que l'information n'est pas arrivée, comme tu le disais, Paula, mais aussi peut-être parce que déjà quelqu'un d'autre s'est occupé de livrer les courses, etc. Et comment passer le message au plus grand nombre, ça, c'est vraiment la question qui est la plus complexe à résoudre, quoi.
Après, je pense que il faut aussi voir ce qu'on a autour de nous et que la demande d'aide dépend aussi du contexte dans lequel on est. Quand je vais en Roumanie ou dans les pays de l'Est, il y a un contact et une notion par rapport à nos aînés qui est complètement différente de ce qu'on a en France. De manière générale, ceux qui ont le plus, là où il y a le plus de demandes au niveau de ces contacts et des choses comme ça, ce sont les personnes âgées isolées, donc qui n'ont vraiment aucun contact avec leur famille, qui n'en ont pas ou pas de voisins, et les personnes en EHPAD. Dans les pays, du coup, comme en Chine, par exemple, où la relation avec la personne âgée est complètement différente, ils ont moins besoin de ces aides, dans le sens où, comme les personnes âgées vivent déjà avec leur famille ou ont un entourage conséquent, elles n'en ont pas besoin. Et du coup, ça se fait naturellement de manière générale. Et là où il y a le plus en plus d'EHPAD, et ben c'est là où il y a le plus en plus besoin, au final. Oui, tout à fait. Alors, Manon, est-ce que toi, en cas pratico-pratique, au quotidien, tu as développé des initiatives un peu Alors, originales, autres de ce que tu disais par rapport au prêt de téléphone? oui, nous, on a mis en place, ça s'est fait pile poil au début du confinement, justement, un peu par hasard, une plateforme internet qui est dirigée, c'est Familéo, ça s'appelle, et c'est super bien parce qu'en fait, ça met en relation les résidents avec leur famille par le biais de gazettes qu'on imprime toutes les semaines. Et du coup, nous, on peut prendre en photo des résidents, leur mettre des petits messages et tout, et les envoyer à leur famille. Et eux, ils peuvent aussi nous faire des articles qu'on imprime, et ça sort sous forme de journal qu'on donne toutes les semaines à tous les résidents. Et du coup, chacun a des nouvelles de sa famille, des photos. Aujourd'hui, j'ai imprimé des gazettes qui faisaient plus de 50 pages. C'était assez impressionnant, l'investissement justement de toute la famille. Avec, justement, vu que c'est des technologies, moi je dis pour ceux qui sont un peu plus âgés de se faire aider par des cousins, des neveux, des nièces et tout. Et ça rassemble, ça mobilise toute la famille auprès de ses aînés. Et c'est super cool comme projet. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est des initiatives qui vont perdurer après? Oui, oui, parce que même sans le confinement, on devait le mettre en place dans tous les cas. Donc ça, c'est sûr que justement, là, ça leur fait un bon test, on va dire. Et quand on voit là encore, ils ont de nouvelles initiatives sur leur site et tout, ils se développent sans cesse de semaine en semaine. Et du coup, nous, ça nous apporte vraiment beaucoup pour gérer tout le monde en même temps. C'est vraiment bien. Voilà, du côté de l'intemporel, on met aussi en place quelques actions originales. Je ne sais pas si on en parlait ou si... Bien, moi, je viens parler. Dans ces cas-là, nous, actuellement, pour le confinement, on a réagi de cette manière, donc, déjà par la radio, mais on va essayer de mettre en place de l'animation à distance avec des tablettes, et puis avec l'intermédiaire de ces tablettes, de proposer de l'animation par notre animateur, donc du coup Nico, qui va nous proposer des animations autour de la mémoire, autour de la musique. Et ces tablettes vont permettre aux personnes, donc de manière en individuelle, d'avoir la chance d'avoir Nico pour eux. Nicolas pour eux, c'est quand même assez incroyable. Donc du coup, on va avoir 5 tablettes par l'intermédiaire. Je peux me permettre de dire d'avoir un financement. C'est toujours sur dossier. Nous, par la situation, c'est par des dossiers et des financements. Ce financement-là d'urgence nous permet de mettre en place justement de mettre ce projet. Nous, association, c'était le moyen direct qu'on pouvait agir là actuellement. Mais si dans quelques temps on aura la réflexion autre encore et pas dans l'urgence de réfléchir pour dans les prochains mois, on ne se gênera pas aussi d'apporter encore d'autres solutions. Et oui, encore d'autres solutions qui vont arriver. On arrive déjà au bout de ce sur les initiatives. Je voulais en profiter pour remercier encore une fois Julia et Clément qui sont intervenus jusqu'à présent dans l'émission. Ils ont fait un petit par le chat de la radio pour nous dire que ils devaient partir parce que en fait eux aussi ils sont en train de monter des initiatives. Ce soir un anniversaire par webcam interposée et donc du coup voilà, il fallait être présent à la fête d'anniversaire virtuelle qui n'est pas du virtuel hein, parce que du coup avec aussi en même temps. Donc merci à Julia et Clément pour votre passage hein. On va vous suivre et puis je pense que vous allez être invités très prochainement pour parler un peu plus de vos projets. Alors,
Plage musicale, et puis après on enchaîne sur la question suivante. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les initiatives qui sont en cours déjà? Ouais, moi j'ai un petit mot à dire. Par rapport à ces initiatives, si je peux donner un conseil aux gens de quelque chose de très simple, c'est quand ils appellent par téléphone leur papy, leur mamie ou choses comme ça, qu'ils n'hésitent pas à leur demander leurs petites recettes et leurs petits ou des conseils parce que pour ces personnes âgées-là, ça leur donne l'impression d'être utile à quelque chose. Et c'est utile parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre de nos grands-parents. Et du coup, on peut même les enregistrer. Si vous voulez nous les partager, on serait très heureux d'avoir des petites recettes, des petits conseils comme ça de vos grands-parents un peu partout. Il y a une autre personne au Québec aussi qui a lancé une initiative intergénérationnelle, c'est Gabrielle. Peut-être elle peut nous en parler. Oui, ben en fait, brièvement, moi je fais du bénévolat depuis quelques temps dans une résidence ici pour personnes aînées. Là, c'est clair que je ne peux plus me rendre, malheureusement. Et ben finalement, j'ai proposé une autre façon de faire pour être en lien, tisser du lien avec les gens. Donc, une fois par semaine, je fais une capsule en direct avec Zoom qui est diffusée sur les téléviseurs des gens qui habitent dans la résidence. Et là, ben, sous différents thèmes, donc les rencontres, l'enfance, bref, vraiment, j'invite les gens à replonger dans leur histoire pour essayer de trouver des tuteurs de résilience pour passer à travers la situation. Puis ensuite, on a mis en place différentes façons de faire pour aller recueillir leurs témoignages parce que c'est une chose, hein, les initiatives vont souvent proposer de donner, mais les personnes ont peu de tremplin pour participer ou justement, comme tu disais, Anna, donner leur opinion, leur histoire. Donc là, nous, on a mis en place une structure pour recueillir leurs témoignages par rapport au thème que moi j'aborde dans mes capsules. Donc, on a créé un petit studio d'enregistrement où les gens doivent prendre rendez-vous, se rendre une fois, un à la fois, où on désinfecte, où on va aller prendre des témoignages vidéo. C'est un peu difficile. La plupart des gens sont un peu intimidés. On a beaucoup de témoignages écrits qui sont ensuite collectés par l'équipe de soins qui passe pour aller prendre des témoignages écrits. On a des gens qui m'appellent en direct lors de mes capsules pour partager. Donc, il y en a qui vont seulement nous partager des fois une chanson qui nous font penser au thème, une photo. Puis, ben, avec Simone et tous les autres, ben là, on essaie de tisser du lien entre les gens. Puis, à travers tout ça, moi, je fais des entrevues téléphoniques qui sont rediffusées aux gens. Donc, on essaie du mieux qu'on peut de mettre les gens en lien, d'aller chercher leurs paroles, mais c'est clair que la distance que crée la technologie amène un frein que je ne sais pas si avec le temps, on va s'habituer à ça. Mais voilà, du mieux qu'on peut, on essaie de justement de les faire participer pour pas que ce soit juste donné, mais qu'il y ait une chance aussi de redonner en retour. Là. Oui, des capsules qu'on pourra peut-être même diffuser un jour ici sur Fréquence Métissage, hein, si tu nous donnes l'autorisation et que tu as envie qu'elle soit diffusée un peu en France. Oui, bien sûr, il faut me laisser le temps de faire le montage. Le dinosaure en moi est en train d'acquérir cet apprentissage, mais j'en ai déjà 2 en ligne sur la balado, mais il y en a d'autres qui vont venir. Donc oui, ça pourra être partagé avec grand plaisir même. Voilà. Alors, Paula, je crois que tout à l'heure, tu voulais aussi dire quelque chose. Oui, je voudrais ajouter que peut-être il nous faut aussi du temps. Par exemple, par rapport à ma expérience, j'ai démarré 2 projets avec les personnes âgées. Et puis, c'était tout arrêté, bien sûr. Puis, je me suis dit aussi que c'est pas une priorité que je filme des personnes âgées en ce moment. C'est pas... Puis, toute la priorité, c'était que la sécurité sociale, puis ça, la santé et tout ça. Donc, et puis, petit à petit, on commence à reprendre contact avec les gens. Les gens commencent à avoir moins peur et je pense que là, on peut vraiment agir avec un peu moins peur qu'avant. Parce qu'avant, par exemple, moi, je me suis demandé pourquoi c'est important que mon projet avance si les gens ne sont pas bien, pas en bonne santé. Quoi. Pour moi, c'est une question d'éthique sur mon travail. Maintenant, je commence à repenser à OK, comment je pourrais prendre le contact. Peut-être pas physique tout de suite, mais bon, je pense qu'avec le temps, on peut aussi, on a plus de clarté sur la situation pour venir avec d'autres solutions qui vont durer plus longtemps pour cette année, pour moi. Il faut aussi, je pense que les personnes âgées, quand on les interroge comme ça et tout, elles n'ont pas l'habitude qu'on leur demande leur avis et ce qu'elles pensent. Et du coup, c'est quelque chose auquel il faut qu'elles s'habituent. Et plus il y en aura, et plus il y en aura qui viendront. Oui. Voilà. Mais justement, ça va nous permettre d'enchaîner sur la question ouverte qui clôturera le débat. C'est est-ce que vous pensez que la période de confinement a permis le renforcement de l'intergénération? Alors, on va vous laisser réfléchir le temps de la pause musicale. Exactement.
Et du coup, Alors, comme pause musicale, moi, je vous propose un petit peu de Brassens, Les copains d'abord. Est-ce que ça vous va? bah parfait. Les copains d'abord, ça fait toujours plaisir. Allez, Allez. Anma, t'es prête? Une pause musicale et on se retrouve tout de suite après sur Fréquence Métissage pour la dernière partie de cette émission autour de la question ouverte. Est-ce que le... C'est bon. Et vous êtes de retour ici sur Fréquence Métissage, sur notre soirée de discussion autour de comment se passe le confinement à travers le monde, quelles sont les initiatives originales qui sont proposées par-delà nos frontières pour rompre l'isolement des seniors. Et on arrive déjà à la dernière partie de cette soirée de discussion. Là, j'attends tout le monde qui fait « Oh non !» Mais comme ils ont tous coupé leur micro, bah, ça ne le fait pas pour l'instant, c'est pas grave. Alors, Oh! ah si, ça y est, ça marche un petit peu. Donc, Bouh! Oh non! voilà, imagine donc tous nos intervenants en folie et qui sont en train de pleurer de désespoir derrière leur micro parce que notre émission va se terminer. Et vous aussi, hein, qui nous écoutez, soit vous êtes en train de vous dire, allez, vivement qu'il termine, histoire que je ne rate pas la moitié du film qui a démarré à la télé, soit vous êtes triste aussi parce que l'émission va bientôt se clôturer. Alors, dernière partie d'émission, c'est une question ouverte. Une question ouverte, c'est-à-dire que on va poser la question et donc ensuite n'importe qui, qu'il soit ici au Québec, ben, du coup nos amis parisiens ne sont plus avec nous, mais voilà, mais on a des gens qui sont partout là. Même vous, chers auditeurs qui nous écoutez, soit sur Facebook, soit à la radio, vous pouvez intervenir donc par téléphone au 03 54 48 63 ou en répondant du coup directement à notre question sur le live Facebook qui a été mis en place. La question, c'est la suivante. Est-ce que l'intergénération a été renforcée par cette période de confinement? Allez, attention, j'ai lancé un pavé de la mare. Le premier qui se démute autour du studio prend la... Bon. Mathieu, il est parti. J'étais en train de me dire c'est raté, personne ne s'est dit on va remballer mon matos, mais non, ça l'est. Mathieu, on t'écoute. Je sais pas si l'intergénération va en sortir renforcée. Ce qui est sûr, c'est il va sortir transformé. À Intergénération Québec, on a tenu la semaine dernière un atelier en ligne avec plusieurs de nos membres. Et c'est ce qu'ils nous disaient tous, c'est qu'il va falloir revoir ces modes, ces façons de faire. Beaucoup vont investir bien sûr dans l'achat de tablettes et de choses comme ça, parce que le déconfinement a beau se pointer le bout de son nez, ça va pas être les aînés qui vont être déconfinés les premiers. Ça va pas être facile de relancer des activités où les aînés côtoient les enfants très rapidement. Donc, il va falloir repenser à tout ça. Nous-mêmes, c'est ça aussi, on commence à réfléchir à changer nos formations, les activités, etc. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, oui. Alors, Christophe, d'après toi, est-ce que l'intergénération, du coup, est renforcée en ces périodes de confinement? Ben, en tout cas, il y a les manques qui se font sentir. Le manque d'être ensemble. Il y a peu de temps, durant le confinement, j'avais posté, j'ai vu du coup ça m'a marqué. J'ai vu les gens poster en fait des photos de notre festival intergénérationnel Métissage. Donc le nom où tout le monde était ensemble. Et on s'était rendu compte, pourtant, les années précédentes, ben voilà, les gens se lassent, il y a moins de monde. Et là, revoyant les gens eux-mêmes de poster cet événement en disant c'était tellement bien cet événement de se retrouver ensemble, de se retrouver, de faire la fête ensemble entre toutes les générations, qu'on soit handicapé, qu'on soit plus âgé, cela nous manque en train de faire des activités ensemble, le faire ensemble. Et là, en tout cas, ça m'a marqué. En fait, je vois une chose, c'est que les gens ont envie de se retrouver et de faire les choses ensemble. Et là, on voit en tout cas que le lien, le contact est le plus important entre toutes les générations. C'est ce qui fait la force de l'humanité. Et j'ai l'impression en tout cas que là, à travers ce confinement, on s'est rendu compte des manques. Oui, alors
La crainte, moi, que j'ai par rapport à cette période de confinement et de déconfinement qu'on aura après, c'est que justement, après la période, et ben, en fait, tout le monde retourne un peu à son train-train quotidien et que ben, toute cette solidarité soit un peu partie aux oubliettes. Donc, j'espère vraiment que, en fait, c'est le début d'une ère nouvelle pour l'intergénération et pour la solidarité entre les générations, et que ça va pas être un bel élan qui va s'essouffler comme un soufflé au fromage qu'on aurait sorti du four juste trop tard, en fait. Ça dépendra de chacun et de l'énergie qu'on y met. Donc, si chacun met sa petite pierre à l'édifice, ça fera un peu comme le colibri. Il faut surtout y croire. Et sincèrement, on n'est pas tout seul à le faire. Donc, retrouvons-nous et agissons. Moi, Après, je pense qu'il va y avoir des porteurs comme justement les gens qui portent ce message-là depuis des années. Moi, la première, j'étais comme, ouah, je suis enthousiaste. On en parle de plus en plus de ce que, justement, comme les messages qu'on parlait sur l'intergénérationnel. Et là, je pense que ça va prendre des gens qui, justement, pour pas que ça s'étiole quand il y aura le déconfinement, parce que j'ai un peu cette crainte-là aussi, même déjà dans nos activités ici, on a un peu des commentaires d'organismes avec qui on faisait affaire durant le confinement. Et là, ils disent, ah, ben écoutez, les enfants vont retourner à l'école, on n'aura plus vraiment le temps de s'impliquer comme avant. Donc, déjà, on a cette crainte-là de dire, oh, comment ça va perpétuer dans le temps. Puis je pense il va falloir que les piliers qui étaient déjà là soient plus forts pour justement faire acte de mémoire et dire, écoutez, les besoins sont encore là. Les clivages aussi dans l'intergénérationnel sont là, on les a vus et on a vu aussi l'importance d'être dans une société inclusive. Je crois qu'il va falloir qu'il y ait des porteurs qui s'assurent finalement que ce message-là ne s'essouffle pas avec le déconfinement et avec le temps qui, des fois, apporte l'oubli collectif, malheureusement. Après, malheureusement, je trouve que à travers ce confinement, on a stigmatisé au fur et à mesure les différents publics. Et ça, par contre, j'espère que cette stigmatisation n'empêchera pas de voir vraiment pour tous la richesse et la transmission que peuvent nous apporter toutes les générations et qu'elles peuvent s'entraider entre elles. Et moi, je crains juste que qu'on ait trop stigmatisé les publics fragilisés. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le confinement a mis le projecteur sur l'isolement, un isolement qui existait déjà auparavant, l'isolement des aînés, qui a peut-être été accentué, mais qui était déjà présent et que dont la société ne se rendait peut-être pas compte avant, et à l'importance aussi des aînés qui, comme le bonheur se reconnaît au bruit qu'il fait quand il s'en va, ben là, peut-être qu'on s'est rendu compte de cette richesse qu'on tenait pour acquis, mais qui n'était pas forcément mise en valeur. Oui, puis ce qu'il faut aussi se dire, c'est que ben, en fait, cette période de confinement, elle a aussi servi de booster des aînés qui étaient un peu réfractaires aussi à l'utilisation des smartphones, des vidéos, etc. Parce que ben, en fait, ils n'en avaient jamais eu vraiment l'intérêt dessus, puisqu'ils n'avaient pas le besoin de communiquer avec ce genre d'outils, puisqu'ils avaient les visites, etc. Et donc, du coup, peut-être que en fait, cette espèce de boom technologique, entre guillemets, qui a pu se produire pour certains d'entre eux, ça peut faire un effet boule de neige avec des espèces de maîtres de l'informatique qui vont se décréter au niveau des structures et qui vont peut-être initier un peu leurs amis qui sont aussi dans la structure et qui sont encore un petit peu en retard. Moi, je vois ça avec des seniors que je connais bien qui sont sur le Luxembourg. Donc, une des seniors est très très voyageuse. On l'avait accueillie d'ailleurs nous ici sur Fréquence Métissage à l'occasion d'un témoignage. Et en fait, elle s'est tout de suite mise à la page avec les réseaux sociaux, avec l'utilisation de WhatsApp, de la visio, etc. Et en fait, elle que cette technologie lui apporte beaucoup en termes de lien social, de contact avec la famille, etc. Et elle a envie d'en faire profiter ses amis qui sont un peu en retrait par rapport à la technologie. Et donc, régulièrement, elle appelle des amis à elle. Elle leur dit, bon, écoutez, cet après-midi, je viens chez vous, on prend un thé et je vous montre comment faire WhatsApp, par exemple. Et comme ça, elle essaime un petit peu la technologie autour d'elle. Et ça se trouve, au sein des structures, ça va être un peu le même schéma. Parce qu'on a certains qui vont peut-être
présenter aux aînés leur manière d'utiliser ces tablettes, ces téléphones, etc. Et j'ai l'impression, moi, de l'expérience que j'ai des différentes animations qu'on fait au niveau des seniors, que le message, il passe vachement mieux quand c'est un senior qui montre à un autre senior, plutôt que quand c'est un jeune qui va présenter au senior. Mais Que, carrément. Quand tu vois les personnes âgées, c'est toi, jeunesse, qui va essayer de lui apprendre quelque chose, ils ont un côté un peu frustré, quoi. Donc c'est normal que ça passe beaucoup mieux si c'est entre eux qui s'apprennent les choses. Et ils apprendront beaucoup plus vite. Voilà, donc bah, on verra, hein, du coup, on va croiser les doigts pour que les continuent sur cette lancée au niveau du dynamisme. On va croiser les doigts aussi pour que le confinement, eh ben, c'est permis de mettre en lumière ces manques dont tu parlais, Mathieu, et dont parlait Gabriel aussi sur les moyens attribués au CHSLD, je me suis pas trompé, CHSLD, donc l'équivalent T'as des bien fait EHPAD. ça. Ok, l'équivalent des EHPAD du coup au Québec. Et donc, bah, je pense que c'est le moment de dire le mot de la fin, parce que si on était justement sur une radio nationale, on nous aurait déjà coupé le micro depuis presque 20 minutes, mais non, on est là, on continue de discuter. Mais à un moment donné, il va falloir quand même mettre un terme à l'émission. Alors, je propose qu'on fasse un petit tour. Ah, Adma dans l'oreillette me dit partie 4. Attention, est-ce que j'ai oublié de lancer la partie 4 avant de lancer le mot de la fin? Ça, c'est les aléas du direct. Oui, partie 4, effectivement, on ne l'a pas abordé parce que on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, Alma, c'était par rapport au, au fait que le déconfinement allait coincer les plus fragilisés jusqu'en février 2021. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir là-dessus? Mais je pense qu'on a déjà fait à peu près le tour de la question. Allez, je propose qu'on fasse le mot de la fin comme ça. On vous laisse la libre parole sur ce que vous voulez. Si vous avez envie de nous parler de vos craintes, de vos inquiétudes pour l'avenir ou de vos messages d'espoir, c'est maintenant. Tour des intervenants, comme vous voulez. Voilà, quand je dis comme vous voulez, si je ne Bon, donne pas ben, la je vais parole à prendre la quelqu'un, parole. voilà. C'est toujours Je vais briser vas-y, la Gabriel. glace. Ben, je sais pas, moi, je nous souhaite surtout d'enclencher, du moins ici au Québec, un grand chantier de société pour justement explorer la chose et non pas proposer des solutions qui vont être un peu dans l'urgence, puis pour combler les manquements qu'on voit finalement, puis que le débat va plus loin que présentement, le débat il est très hospitalo-centriste, bon, l'hébergement et tout. Je nous souhaite vraiment qu'on aille plus loin dans vraiment de voir ben, comment on peut faire une société plus inclusive pour tous, où chaque individu, c'est pas un ado, c'est pas une personne aînée, c'est une personne, et comment tout et un chacun peut participer à cette société-là de façon inclusive. Moi, je nous souhaite de vraiment repenser notre lien aussi avec l'âge. Puis pour ceux qui aiment beaucoup les théories ou autres, il y a un gérontologue social ici qui s'appelle Jean Carrette qui a proposé une politique de l'âge qui inclut tout le monde au lieu de vraiment segmenter les gens par portion d'âge. Moi, je nous souhaite ça, qu'on soit dans un débat beaucoup plus global, puis que finalement, tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est ce que je nous souhaite. Voilà, belle parole pour terminer. Alors, vous êtes plusieurs à avoir démuté votre micro en même temps. On reste du côté du Québec avec Mathieu, après ce sera Paula. Oui, bah, le déconfinement, on en parle aussi au Québec. On commence à annoncer des dates pour les écoles, etc. Donc c'est sûr que la question des aînés se pose. Quand est-ce qu'on va pouvoir, quand est-ce qu'ils vont pouvoir se déconfiner pour retrouver leur participation à la société et puis pouvoir refaire des activités intergénérationnelles. Nous, de notre côté, on a une campagne nationale qu'on organise chaque année, qui a lieu à la fin du mois de mai, qui s'appelle la Semaine québécoise intergénérationnelle. On a décidé de la maintenir. Bon, normalement, il y avait un grand forum qui a été annulé, mais on a décidé de maintenir la semaine et puis on va essayer de la réinventer, de demander aux gens partout au Québec de faire des activités intergénérationnelles en ligne. Mais c'est sûr que c'est une question, il va falloir entamer des réflexions, notamment au niveau de l'hébergement des aînés et de leur participation à la vie sociale, et trouver d'autres solutions alternatives comme la cohabitation intergénérationnelle ou des choses comme ça. Voilà, donc Paula, mot de la fin? Oui, je veux finir plutôt optimiste parce que je trouve que cette crise sanitaire nous a appris, nous a fait valoriser vraiment l'importance d'être ensemble, d'être en bonne santé. Je pense qu'on a tous envie d'embrasser nos proches et de les voir physiquement.
Et puis l'initiative, on va voir toujours, peut-être là, ça va être un peu plus difficile, on va prendre les distances nécessaires et tout ça. Et puis, je veux rebondir aussi sur le fait qu'il va y avoir aussi des associations, mais aussi des porteurs de cette initiative. Par exemple, moi, avec mon projet, j'espère, je suis des personnes âgées qui sont plutôt dans le côté actif et qui font beaucoup de bénévolat dans tous les sens pour les jeunes, pour les personnes âgées. Donc j'espère que eux aussi vont venir avec des initiatives que je peux suivre, filmer et puis transmettre aux autres. Je pense on va pouvoir rebondir et puis je ne sais pas si ça va changer complètement, mais je pense qu'au moins on est sorti transformé par rapport à cette conscience de la proximité de l'autre. Merci Paula. Alors Manon, ton mot de la fin. Oui, bah, c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses, tout ça. Après, moi, je le vois surtout par rapport à mon boulot en tant que tel, où on se rend compte vraiment bah, que l'être humain il est social, hein, et que là, il est coupé de cet aspect-là, et que du coup, il se laisse un peu aller, et qu'on va vraiment remettre au cœur de la pratique du soin, l'animation et le lien avec les autres, et pas seulement la famille, avec l'extérieur, montrer que c'est vraiment important pour le bien-être des personnes âgées, quoi. J'espère que ça va ouvrir les yeux à des gens qui pouvaient encore en douter parfois. Voilà. Merci Manon. Christophe, mot de la fin. Alors, avant de remercier tout le monde, je voudrais simplement dire qu'on a parlé beaucoup des seniors qui sont donc en structure, et je voudrais simplement, moi, là, je me reviens en tant que professionnel, animateur, travaillant là au centre communal d'action sociale de la ville de Metz. Là, actuellement, il y a beaucoup de seniors qui actuellement, qui sont actifs, qui sont chez eux, et qui perdent l'autonomie actuellement en n'ayant plus la possibilité de voir d'autres seniors dans leur club, ou bien de faire des voyages. Et c'est vrai qu'il faut que vite, que la machine puisse recommencer, qu'on puisse recommencer à vivre, puisqu'il y a tout ce problème après de maintien de l'autonomie, tous ces contacts. Il faut que les seniors entre eux puissent se revoir, qu'on puisse après refaire fonctionner les choses. C'est vraiment très important. S'il est clair qu'il y a cette urgence sanitaire, mais qu'après il faudra vraiment recréer du lien, même eux entre eux, ensemble. Et puis bien entendu, parce que nous, toutes les générations, on porte aussi derrière à faire des choses entre nous de manière beaucoup plus solidaire. Après, je voudrais encore remercier tout le monde qui est là, tous les intervenants, qu'on aura l'occasion encore de revoir dans nos prochaines émissions. Je voudrais tous vous remercier. Et puis, je laisse maintenant le mot à Arnaud pour terminer et clôturer le débat. Merci à tous. Alors, j'ai rien préparé, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai laissé faire votre mot de la fin. Comme ça, je me suis dit, bon, on passe la musique tranquillement, et puis voilà. Non, allez, on va improviser le mot de la fin sur ce débat. Moi, je voulais aussi remercier en fait l'ensemble des auditeurs de Fréquence Métissage. On a les chiffres qui sont tombés, ça y est, au niveau des écoutes d'aujourd'hui. Je pense que ça intéresse aussi nos invités, hein, de savoir un peu à quel point ils ont été suivis. Donc, par notre radio Fréquence Métissage directement en écoute sur le site internet et sur les enceintes Alexa, ce sont 77 personnes connectées pour nous suivre durant ce débat. Sur Facebook, donc on a une moyenne de 6 personnes qui étaient tout le temps connectées. Donc Adma m'indique là dans l'oreillette que ça fait une vingtaine de personnes qui ont suivi le débat différentes, mais moi parce que j'ai une portée de débat qui s'élève à 150 personnes, donc qui ont à un moment donné cliqué sur le petit bouton lecture pour nous écouter, je ne sais pas combien de temps, mais pour nous écouter un petit peu. Mais ça fait donc du coup du monde qui nous suit, et c'est grâce à vous, chers auditeurs, que nous, on est là et qu'on a la banane, et qu'on peut aussi poser des initiatives sympas pour essayer donc de donner la parole à tout le monde, autant aux professionnels qu'aux seniors qui sont en structure domicile, etc. Je rappelle aussi à tous qu'on a notre ligne téléphonique qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Bon, d'accord, si vous appelez à 2 h du matin, vous tomberez sur le répondeur, mais vous pouvez quand même laisser un message sur le répondeur. C'est le 03 54 48 63 02, un numéro de téléphone donc, qui vous permet de laisser un message pour présenter une initiative, simplement pour dire coucou à un proche, ou encore pour proposer une musique et faire une dédicace à quelqu'un qui vous est cher. N'hésitez pas à l'utiliser, il est là pour ça. Et voilà. Bah, du coup, je l'ai fait, finalement, mon petit mot de la fin. Donc, merci à Paula, merci à Gabriel et Mathieu au niveau du Québec, merci à Clément et Julia aussi d'Oldissé qui étaient de passage à l'émission. Merci à Adma pour la partie technique, l'animation, ses interventions. Merci à Christophe, notre président, du coup, pour avoir permis de ce débat. Et merci aussi à Alex, Alex qui est totalement dans l'ombre, c'est le colocataire d'Adma qui lui permet d'installer le studio dans un endroit Internet, parce que dans sa campagne reculée, Internet, ça ne marche pas des masses, mais on remercie jamais trop les personnes de l'ombre. Donc merci à Alex aussi. Je crois que ça va être l'heure de passer notre générique. Adma, est-ce que tu es prête? Oui, et du coup, je voudrais juste vous passer un petit message que Virginie Durand-Berger, si je prononce bien, qui nous dit merci pour ce bon moment, très intéressant et bonne soirée. Donc, nous te remercions en direct de la part de tout le monde, je crois. Donc, une nouvelle fois, je vous remercie tous d'avoir été présents pour cette émission. Elle sera bien sûr en réécoute sur le site tantôt, au plus vite tout du moins. Et pour clôturer, je vous propose de découvrir une petite artiste locale de Metz qui s'appelle Aurelia et qui fait des reprises, notamment là, celle de Murder Song. Voilà. Merci Adma, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. My body in his arms. He didn't mean to do no harm, and he holds me tight. He did enough to spend me from the awful things in life that comes, and he cries and cries. I know he knows that it's killing me from mercy, and here I go. Whoa, 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 and here I go. Whoa, 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 whoa. He holds my body in his arms. He didn't mean to do no harm, and he holds me tight. Oh, he did enough to spend me from the awful things in life that comes, and he cries and cries.
5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. The gun is gone, and so am I, and here I go. Et voilà, c'était le débat sur Fréquence Métissage. Débat. Débat? Le débat. Débat. J'adore les débats. Ce débat. Débat. Et pas un autre. Débat. Il Débat. est déjà fini. Débat. À bientôt alors. Débat. Bref, bonne soirée.